Donc on a ouvert Singapour, après on a fait l'Indonésie, après on a fait Taïwan, après on a fait Hong Kong, la Corée. La Chine, on l'a gardé jusqu'au bout, à la fin. La stratégie asiatique était très intéressante parce qu'on a commencé par ouvrir Singapour. C'était notre hub. Je prends une conseillère locale sur place qui s'appelle Teresa Huang, qui est une ancienne de L'Oréal localement, et avec qui on fait la cartographie des retailers, on fait les réunions avec tous les department stores de Singapour. La question était de choisir l'emplacement de Yoma dans le department store. Donc, avec chaque department store, on négociait quel est l'emplacement, etc. Et on a obtenu des emplacements pour Yoma qui ne sont pas ceux d'une marque nouvelle, en fait. C'est des emplacements à la base qui étaient pour les top 3, en fait, 1, 2, 3 dans le retail store. Parce que la négociation avec un department store est toujours très compliquée. Le retailer, enfin le department store va vous rentrer, il va vous dire... je ne peux pas vous donner un emplacement majeur parce que cet emplacement majeur, c'est réservé à ceux qui font tant de millions, etc. Or, vous êtes tout nouveau, donc machin. Donc, on va vous mettre ici, mais une fois que votre chiffre se développe, on peut vous déplacer, etc. Sauf que si on vous met dans un department store, ce qui compte, c'est le trafic. Donc, si on vous met dans une zone qui n'a pas de trafic, votre chiffre ne se développera jamais. Et vu que vous n'êtes pas une marque très connue, donc ça va vous coûter énormément en médias pour ramener le trafic. Et du coup, le chiffre ne se développe pas. Mais quand le chiffre ne se développe pas, du coup, il va vous sortir plutôt que vous ramener à un emplacement qui est meilleur. Donc, l'enjeu était de ne pas perdre le bras de force pour obtenir les meilleurs emplacements d'entrée, pour avoir une chance de réussir. Parce que sinon, on n'aura pas de chance de réussir. Mais on a réussi, en fait, à Singapour, on a vraiment réussi. Donc, il fallait aussi que je structure l'équipe, que je recrute ma première équipe. C'est là où j'ai recruté Aria, en fait. Aria était ça, c'était marrant, parce qu'elle me donne le nom d'Aria, Teresa. Elle me dit, il est super bon, c'est un gars qui est très bien. Et elle me dit, contacte-le pour... Ça peut être le bon responsable de Singapour. Et puis après, avec une capacité de s'étendre sur la région. Je demande à quelqu'un de chez moi de l'appeler. Et Aria lui dit, écoute, non, je ne suis pas intéressé. Je suis très bien là où je suis. Aria était un ancien de L'Oréal. Puis après, il était chez Mourad. Et donc, il lui dit, non, ça ne m'intéresse pas. Il lui dit, écoute, d'accord, mais pas à l'agent, avant de prendre ton choix. Machin. Donc moi, je l'appelle. Et d'entrée, il était sur la réserve en disant que bon, je ne suis pas intéressé. Et je lui parlais de l'aéroport. Je venais de quitter Singapour et je lui dis, Aria, voilà ce que je veux faire, etc. Et puis je lui dis, écoute Aria, tu peux rester là où tu es. Et dans 5 ans, tu regarderas derrière toi. Et qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais fait peut-être 10% par an de croissance. Et bon, et tu aurais construit quoi? Bon, alors, si tu veux continuer à vendre des produits là où tu es, reste. Mais si tu veux changer le monde, viens avec moi, parce que dans 5 ans, quand tu regardes, tu vas dire, ah, c'est moi qui ai construit tout ça. Parce que moi, je te recrute pour que tu sois moi en Asie. Et cette phrase a vraiment perturbé Aria. Il m'a dit, écoute, laisse-moi réfléchir. Je te rappelle. Et il a réfléchi, puis il m'a dit, ok, je viens. Et c'est comme ça que j'ai recruté Aria, qui après s'en est chargé de tout le développement en Asie. Donc moi, j'ouvrais au début et après, je le laissais gérer. Donc on a ouvert Singapour, après on a fait l'Indonésie, après on a fait Taïwan, après on a fait Hong Kong, la Corée. La Chine, on l'a gardé jusqu'au bout, à la fin. Il y avait des pôles. En Asie, il y a le pôle Japon, Corée, Chine. C'est des gros marchés et chaque marché est particulier, différent. La Chine est un marché massif avec une concurrence massive et un marché qui est complètement instable, très
La volatilité, les incertitudes vont avec le gâteau. C'est un gâteau, gros gâteau, mais il y a plein de gens qui veulent manger dans le gâteau. Et en plus, le gâteau, il n'est pas sur une zone stable, il passe son temps à bouger. C'est ça, la Chine. Avec une force implication du digital, parce que 50% des Chinois n'ont pas été dans un magasin physique, donc le digital est majeur en Chine. Si on va au Japon, c'était le pays de la beauté en Asie, grand pays, des marques fortes, une technologie de pointe, des gens qui aiment la techno, donc c'est particulier et tout est parfait, c'est à la japonaise, donc vraiment la qualité est une essence. Et un marché très défensif pour leur entrée, c'est très dur pour les marques étrangères. Et la Corée, c'est le nouveau lanceur de tendance de beauté en Asie. La beauté est forte dedans, avec toutes les tendances coréennes de multilayering, etc. Donc le V, la forme en V, etc. Donc pas mal de choses qui sortent de la Corée. Et un marché très protectionniste aussi, parce que c'est très simple, les top 5 des marques en Corée sont coréennes. Donc attaquer la Corée, c'est vraiment s'attaquer à un gros mur. Donc moi j'ai dit on va faire l'ordre Chine, ensuite on ira en Corée, et à la fin on ira au Japon. Et on a commencé par la Chine, et on a encerclé la Chine en fait. On est venu dans tous les pays, etc. On a lancé Hong Kong à la fin. Taïwan était la préparation de la Chine. Taïwan et Hong Kong, c'était vraiment les deux derniers plateaux avant d'attaquer la Chine. Déjà parce que il a fallu traduire tout en chinois, commencer à travailler le chinois, etc. S'habituer à la culture chinoise et tout ça. Et après, on a adressé la Chine, et on a fait une très 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 belle rentrée en Chine. Avec la difficulté qu'en Chine, les choses changent tout le temps. Donc, j'ai ouvert en fait beaucoup de pays en direct. Après, j'ai ouvert les États-Unis, j'ai ouvert la Russie, l'Angleterre, beaucoup de pays, vraiment, et sous l'impulsion de Dave Lewis. Et moi, j'avais dit à Dave, écoute, en prestige, quand tu ouvres un nouveau pays, il faut s'attendre à perdre 3-4 ans d'argent. Les bons, au bout de 3-4 ans, ils commencent à être break-even. On gagne de l'argent après. Il faut être prêt à ça. Si l'intention, c'est de gagner de l'argent dès la première année, ce n'est pas la peine d'ouvrir un pays, ça ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Mais Dave, il m'a dit, je m'en fous. Fin 2014, Dave Lewis m'appelle. Nos relations sont très très bonnes, très bonnes. Et d'ailleurs, dans la culture, dans mon expérience chez Unilever, Unilever, c'est vraiment une belle maison en fait. Les gens respectent leur engagement. Ça veut dire que il y a plein d'endroits où on fait un contrat, etc. et les gens essayent de faire les malins sur le contrat. Non, chez Unilever, au-delà du contrat qu'ils l'ont respecté, ils ont même respecté leurs engagements pris envers moi, qui sont des engagements non contractuels. Quand Dave m'a dit « tu ne rapporteras qu'à moi », c'était le cas. Quand il m'a dit « je ne laisserai pas la structure d'Unilever t'embêter parce qu'il faut des reporting, parce que ceci, parce que cela », et que toi, tu es au début, donc qu'on ne t'écrase pas par la lourdeur d'un géant comme Unilever, ils l'ont tenu. C'est vraiment, je pense que la culture de l'individu Unilever, du salarié Unilever, est quelque chose de réel, en fait. Moi, je me rappelle que Unilever m'obligeait à suivre moi-même des formations et à mes équipes des formations sur ces notions d'éthique, d'honnêteté dans les affaires, etc. Franchement, vraiment, c'est impressionnant et c'est très bien. En plus, à l'époque, Unilever était très, un grand acteur très engagé dans la protection de la planète, sous l'impulsion de Paul Polman, qui lui est vraiment un vrai protecteur de la planète, un réel. Hein. C'est pas du baratin. Ça veut dire que moi, j'ai vu Paul prendre des décisions qui peuvent être pas beaucoup orientées business court terme. Long terme, c'est du business, parce que
faut pas oublier que, par exemple, les sociétés de cigarettes, quand elles vendaient des pubs pour les cigarettes, etc., après, ils ont eu des class actions contre elles. Et ce que Paul disait, c'est que moi, je dirige un grand groupe, j'ai un rôle dans la protection de la planète, et nous, tous, on ne doit pas faire que dans je ne sais pas combien d'années, 10, 20 ans, que les nouvelles générations nous lancent des class actions en disant « vous savez ». Si on sait, c'est là le problème, en fait. Et en même temps, cette lignée d'Unilever dans la protection de la planète a été tellement portée par son CEO assez charismatique, hein, Paul Polman, a fait que plein de talents du monde entier ont voulu rejoindre Unilever. Et ce qui a transformé Unilever à cette époque-là, qui est l'âge d'or, parce que c'est Paul qui structure la compagnie en 5 compagnies fortes. C'est sous son règne que le personal care à la tête avec Dave Lewis devient le 2e acteur de la beauté du monde, très agressif, très machin. Et puis donc je reçois ce coup de fil de Dave Lewis fin 2014. Il me dit « Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour moi, une mauvaise pour toi. » Enfin, je ne sais pas comment te le dire. Mais il me dit, et il rigole, il me dit « Tu es le dernier coup de fil que je fais. » Je dis « Ça, c'est pas sympa. » Il me dit oui, mais parce que j'étais coward, j'étais pas courageux, lâche, parce que je savais pas comment te le dire. Et je dis vas-y toujours. Il me dit je quitte Unilever. Je dis ça c'est pas sympa. Il me dit je vais devenir le PDG de Tesco, donc je quitte Unilever. C'est une grande opportunité pour moi. Voilà. Mais il m'a dit mais ne t'inquiète pas, parce que celui qui vient à ma place en tant que président du Personal Care, c'est Alan Jope. Et Alan ne va pas changer dans la stratégie de la premiumisation. C'est pas possible. Il va continuer dans le premium, à pousser vers le premium, parce qu'en mass market, on est un des dominants. J'ai dit, OK, Dave, look, écoute, si c'est quelque chose qui est bien pour toi, je suis heureux. Essaye de faire bien la transition. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai laissé à Alan 4 pages, dont 3 sur Yoma. Et je dis, ah bon? Mais oui. Donc il m'a dit, ne t'inquiète pas. Et donc, Alan Jope prend la main début 2015. Et il décide, donc il m'invite pour présenter le budget, etc. Et puis, Alan me dit, écoute Jean, je suis dans la stratégie de Dave sur le premium, mais il faut que tu sois rentable tout de suite. Donc, tous les pays où tu n'es pas rentable, il faut les fermer. Et j'ai dit à Alan, écoute, on a ouvert des pays tout neufs. Il m'a dit, on va classer les pays moteurs, les pays à garder et les pays à fermer en fonction du bottom line, du potentiel de recouvrir vite, etc. Et évidemment, donc, tous les pays que je venais d'ouvrir, par exemple la Russie, faisait 3 mois. Donc on avait devant nous quelques 2 ans, et il fallait fermer. Et je lui ai dit, écoute, l'Asie, j'ai une autre idée que fermer. Est-ce que on va mettre des distributeurs à la place? Je vais essayer de trouver des distributeurs qui, à la place de gérer la chose directement, un distributeur, on va lui donner un ratio de 5, 4-8, 5-2. Ça veut dire qu'entre ce qu'il achète de chez nous et ce qui est vendu aux gens, il y a un facteur 5. Donc évidemment, nos chiffres vont être divisés par 5, mais on est rentable dès le premier instant. Mais petitement. Tout devient petit. En fait. Mais vaut mieux ça que fermer. Il m'a dit, OK, donc j'ai transformé l'Asie vraiment 3 à 4 mois. Tout l'Asie était en indirect, via des distributeurs. Et après, je me suis occupé des pays dans lesquels on venait de lancer et qui n'étaient pas positifs, comme la Russie, comme l'Angleterre, le retrait des US. Donc c'était massif, ces actions-là, pour rester dans les pays où on est rentable. Et en particulier, la France, qui est une plateforme forte pour Yoma, l'Italie, le business indirect maintenant, et à leur tête la Chine, qui est devenu le premier pays, et quelques petits pays européens dans lesquels on a pu réduire nos coûts à tel niveau qu'on n'investissait pas trop, mais on ne perdait pas, mais le chiffre n'était pas grand, comme l'Autriche, la Suisse, l'Espagne. Voilà. Et ce qui a formé en fait le Ioma d'aujourd'hui, en fait, c'est à ce moment-là, ça s'est figé.